Bonjour, la danse des mots aujourd'hui va s'intéresser au peul. Au peul ou au poulard, puisque je ne sais pas encore très bien comment il faut dénommer cette grande langue africaine. Et si on s'intéresse au peul, c'est un petit peu en fonction de l'histoire de l'émission. Depuis quelques semaines, je pense que les auditeurs l'auront repéré parce que son nom était au générique, nous avions une stagiaire qui s'appelle Salah Sall, qui elle-même est d'origine peul et qui a suggéré qu'on consacre une émission au peul en me disant, mais enfin, on n'a jamais fait d'émission sur le peul, et moi tout penaud disant, oh, on en a parlé parfois, mais une émission spécifique, en effet, on n'en a pas fait. Mais alors, allons-y, a-t-elle dit. Et je lui ai dit, d'accord. Donc, Salah a préparé cette émission, et elle a invité un professeur de peul, qui est Aliou Mohamedou, qui est professeur à l'INALCO. Aliou, je ne me trompe pas, c'est bien là que vous exercez? Tout à fait. Je suis professeur de peul à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc, Salah a préparé un certain nombre de questions pour que nous en sachions plus d'ici 25 minutes à peu près sur cette belle langue. Alors Salah, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'on peut se demander sur la langue peul ? Alors, monsieur Mohamedou, tout d'abord, j'aimerais savoir où est parlée la langue peul. Oui, donc la langue peul est parlée, pour résumer de façon schématique, en zone soudano-sahélienne en Afrique, donc de la Mauritanie jusqu'au Soudan. C'est ce qu'on appelle un continuum de variantes dialectales. Ce sont des régions donc qu'on peut diviser en 3 grandes zones. Il y aura la zone occidentale qui comprend essentiellement la vallée du fleuve Sénégal et les États attenants. La Mauritanie, le Sénégal. La Mauritanie, le Sénégal, l'ouest du Mali, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, etc. Ensuite, on arrive à la zone centrale qui va comprendre le Mali, le Burkina Faso et l'ouest du Niger. Là, il y a des prolongations vers le sud, le nord du Togo, le nord du Bénin. Donc, et cette zone comprend aussi l'ouest du Niger. Donc, au-delà, on parle donc des régions orientales du monde peul, qui comprend donc le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et la RCA. Et il y a une implantation, la République centrafricaine. Ouais. Il y a une implantation des peuls assez importante au Soudan. Donc surtout, disons, au début du XXe siècle. C'est impressionnant quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de langues africaines qui ont une pareille extension ? Parce que l'extension Est-Ouest, on vient de le voir, est gigantesque, mais en même temps, on parle le peul, pas uniquement en Afrique, dans ce qu'on appelle l'Afrique occidentale, mais aussi dans ce qu'on appelle l'Afrique centrale, puisque vous venez par exemple de mentionner le Tchad, le Cameroun, qui appartiennent à ce que traditionnellement on appelle l'Afrique centrale. Oui, tout à fait. Bon, en aire géographique, à mon avis, on peut comparer l'extension du peul à celle du Swahili, peut-être, en Afrique orientale. Mais au point de vue de la quantité, parce qu'au point de vue géographique, forcément, c'est très différent. Voilà, c'est dans les mêmes zones. Dans les mêmes zones. Donc, c'est une situation tout à fait particulière, celle du monde peul. J'aimerais savoir, dans toutes ces régions, est-ce qu'il y a une manière différente de nommer cette langue ? Est-ce qu'elle s'appelle partout peul ou poulard ou... Oui, c'est une question intéressante. Pour tout résumer, je dirais que le français est le seul à avoir un seul mot pour désigner le peul. Et pour le français même, ça a pris du temps. Il y a eu des hésitations de la fin, disons, du 19e siècle. Le terme s'est stabilisé au début du XXe siècle. Les gens écrivent. Alors, je vais profiter ici pour dire que peul ne s'écrit pas avec H. C'est fini. Voilà. Bon. Donc, si on... C'était une espèce d'exotisme qui faisait que parfois on mettait un H dans peul ou... Non, ça correspond à une certaine réalité, parce que le mot, c'est un mot wolof, qui est prononcé peul. Donc, pour rendre cette consonance... Cette sorte d'aspiration qui a sur la première consonne. Les gens ont éprouvé le besoin de mettre H.
Bon, par la suite, ça n'est plus nécessaire. Donc, en Peul même, il y a 2 termes pour désigner la langue. Il y a le Pulaar, qui correspond à ce que nous disions tout à l'heure, la zone occidentale. Et partout ailleurs, on parlera du Fulfulde. Un petit mot peut-être sur l'histoire de ces migrations. Comment se fait-il que cette langue se soit tellement répandue, alors que paradoxalement, ce n'est la langue principale d'aucun des pays dans laquelle elle est implantée. Ce n'est pas une langue nationale d'une certaine façon, et c'est une langue qui irrigue un nombre d'États incroyable. Comment ça se fait? Il y a eu des migrations, est-ce que ça s'est fait d'un coup, ça s'est fait petit à petit? Dans quel sens s'écoule, si vous voulez, cette langue? Voilà. Oui, donc l'extension du Peul correspond à l'activité de l'une des composantes de la société à l'intérieur de la vallée du fleuve Sénégal. Parce que dans cette région, les populations comprennent des catégories sociales que les gens appellent castes, mais c'est pas tout à fait des castes. Donc, il y a une catégorie qui est spécialisée dans le pastoralisme. Un mot sur ce qu'on appelle le pastoralisme, c'est le fait d'avoir des troupeaux. Voilà, c'est l'élevage essentiellement des bovins, et il y a aussi un élevage de moutons assez important. Donc, d'un autre côté, on est dans une zone climatique très marquée. C'est-à-dire, on a une saison sèche, une saison de pluie. Il faut passer la saison sèche. Donc, du coup, il faut chercher l'eau, le pâturage tout le temps. C'est le problème de tous les éleveurs Peul, y compris à la date où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est à la recherche de pâturage. Cette population est sortie de la vallée du fleuve Sénégal, et il faut ne pas être très loin des vallées des grands fleuves. C'est le Niger, ses affluents qui eux-mêmes constituent des réseaux hydrographiques assez importants. C'est aussi donc avoir des zones d'altitude. Ça, c'est le cas des Peuls du Cameroun et une partie du Nigeria. C'est le cas des Peuls de la Guinée. Donc ça fait du Peul presque une langue de transhumance. On a suivi les impératifs des troupeaux, c'est les troupeaux qui guidaient le mouvement de la langue. Voilà, bon, à cela s'ajoutent quand même des facteurs historiques importants. Ce n'est pas toute la population qui va migrer. Il y a des villes qui sont des villes Peul, où la population est majoritairement Peul. C'est le cas de l'Abbé, par exemple, si je cite, c'est le cas de Marois, de Garoua, dans quel l'Abbé, c'est en Guinée. Mais une partie qui se sédentarise et une autre qui continue le chemin. La partie qui est sédentarisée, donc ça a correspondu à des constructions des États et même des empires, depuis l'empire tout couleur, Tekrou, des Arabes, jusqu'à l'empire de Sokoto au XIXe siècle. Donc, il y a des implantations des États qui se sont construits autour. Donc, une partie de la population va être nomade, une autre partie sédentaire, et ce qui donne, une société très complexe. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits où les Peuls sont majoritaires ? Vous disiez qu'il y a parfois des villes Peuls. Est-ce qu'il y a des villes qui sont peuplées presque uniquement de Peuls, ou bien est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que ça n'existe pas du tout? C'est-à-dire, le Peul, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de langue africaine qui couvre exactement les frontières des États africains aujourd'hui. Absolument, oui. Donc, le Peul, à la différence des autres langues, n'est la langue d'aucune capitale. C'est la grande différence avec, par exemple, le Wolof ou le Bambara, si je ne cite que ces langues. Donc, il y a, à l'intérieur de chacun des États, il y a des régions où le Peul est véhiculaire régional. Dans un cas tout à fait particulier, c'est le Nord Cameroun, et je pense que le Peul est la première langue parlée au Cameroun en extension géographique et en nombre de population. Donc ça donne des configurations très complexes, avec des variations, et chaque chose est à relativiser dans le monde Peul.
Justement, quelle variation existe-t-il, par exemple, entre le Peul parlé au Fouta Djallon et celui parlé au Cameroun? Bon, si on regarde, la question concerne tous les parlers Peul. Donc, principalement, il y a le Pulaar du Fouta Toro. C'est le Peul parlé au Sénégal, en Mauritanie, essentiellement. Et il y a le Pulaar du Fouta Djallon. C'est le Peul guinéen, parlé aussi au Fouladou, au Sénégal, mais encore que c'est une variante. La différence, sans rentrer dans des termes techniques, je vais dire d'abord ce qui est commun. Ce qui est intéressant pour le Peul, c'est que malgré cette extension, il y a, du point de vue technique, un système phonologique qui est solide, qui est resté le même. Les sons dont on se sert pour parler le Peul est pratiquement le même si on regarde tout le monde Peul. Ceci est un très grand avantage. Est-ce qu'il y a vraiment une intercompréhension d'un bout à l'autre? C'est-à-dire quelqu'un qui parle Peul au Sénégal, est-ce qu'il comprend facilement? Est-ce qu'il comprend difficilement? Ou est-ce qu'il ne comprend pas spontanément quelqu'un qui parle Peul au Cameroun? Oui, il y a intercompréhension, ça c'est clair. Donc si on tend l'oreille, on se comprend, quelle que soit la région d'origine. Voilà, quelle que soit la région d'origine, mais l'intercompréhension va dépendre de qui parle de quoi et à qui. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'un berger du Fouta Djallon au Cameroun utiliseront le même vocabulaire, parleront pratiquement de la même façon, ils se comprendront. Un berger Peul de la même région, ici en région parisienne, qui rencontre un Camerounais, ils auront du mal à se comprendre. Mais ils arriveront quand même à se comprendre. On pense que, du point de vue du vocabulaire, il y a, mettons, 60% quand même, on trouvera. De commun, quelle que soit les régions. Bon, du point de vue syntaxique, c'est-à-dire au niveau de la grammaire, il y a des variations. En morphologie, voilà, on reste sur ce qui est. Il y a très peu de variations. Elles vont porter sur, par exemple, l'infinitif. Je dirais, par exemple, yade. Là, je suis au Sénégal, à l'ouest. Ça, c'est pour aller. Et ça sera yago, si je suis au Cameroun. Oui. Donc, il y a intercompréhension. Avec un petit peu de bonne volonté, on se comprend. Voilà. Qu'il y a des similitudes avec des langues bantoues, notamment le swahili. Donc, si je donne un exemple, par exemple, le mot nyam, donc qui signifie nourriture en peul, et en swahili, par exemple, ça signifie viande. Donc, il est dit qu'il y a une espèce de parenté. Est-ce que c'est vrai ou? Bon, la parenté du peul avec le swahili, c'est vraiment, si on ne regarde que le côté lexical, c'est vraiment très faible. Je ne prendrai pas comme exemple nyam, je prendrai un autre exemple de termes communs au peul et au swahili. Pour dire trois en peul, on dit tati. Pour dire trois en swahili, on dira tatu. Donc ça, c'est de façon évidente, mais ça, c'est très loin. Il faut regarder, c'est la branche dite ouest atlantique. La proximité entre le peul est à voir avec évidemment les langues les plus proches, c'est-à-dire le sérère, le wolof et d'autres langues de la région où on partage des termes communs. Bon, par exemple, bind, ça c'est écrire ou écriture en wolof. Bindi, c'est écriture en peul. Il y a un stock lexical, un fond commun et, disons, un fonctionnement. Bon, si on compare donc le peul aux langues bantoues, ce qu'il faut voir, c'est que le peul est une langue à classe au même titre que les langues bantoues. Qu'est-ce qu'on appelle une langue à classe? Bon, alors, une langue à classe, c'est une langue où les noms sont répartis selon leur marque morphologique et les accords qui sont impliqués en différentes catégories.